le Burkina Faso n'exclut pas de quitter l'Union africaine et les Nations unies. Pour le Premier ministre, selon les informations justement des médias locaux, pour le Premier ministre Apollinaire Joachim Kelliem de Tambela, cette option est envisageable si ces organisations ne revoient pas leur posture néocolonialiste. Eh bien, l'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso, c'est à travers cette déclaration pour le régime au pouvoir à Ouagadougou, un retrait de l'Union africaine et même des Nations unies n'est pas exclu si ces organisations continuent d'adopter des postures néocolonialistes. Il faut rappeler, selon justement les médias qui ont relayé l'information, cette menace de retrait est intervenue après des propos du commissaire de l'Union africaine au dernier sommet de la CEDEAO. Vous vous souvenez, c'était du côté d'Abuja au Nigeria. L'émissaire avait qualifié le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel d'inacceptable, provoquant ainsi la colère de Bamako, Ouagadougou, mais aussi de Niamey, qui l'ont exprimé via un communiqué commun. Alors, Albert Anatole, ici, le Burkina Faso, à travers effectivement cette sortie du Premier ministre de Tambela, qui le dit, il n'est pas exclu si vous continuez au sein de l'Union africaine, au sein des Nations unies, à adopter toujours cette posture néocolonialiste, nous allons aussi claquer la porte à ces deux institutions. Madame Siké, c'est pas surprenant. Cette posture, n'est-ce pas, du Premier ministre burkinabé. Oui. Que ce soit les organisations sous-régionales ou continentales, en tout cas, celles qui existent, ne sont pas l'émanation de la volonté populaire. La CEDEAO, l'Union africaine, la CEMA et les autres ne sont pas l'émanation de la des volontés populaires, mais il s'agit des relais des institutions mondialistes que nous connaissons, l'Union européenne, oui, entre autres, et qui travaillent justement contre les intérêts des peuples africains, contre les intérêts de nos États. Le reproche qui est fait au pays de la Confédération de l'AES d'avoir quitté la CEDEAO, c'est d'avoir constaté que, effectivement, cette organisation qui devait être l'organisation des peuples est devenue une sorte de syndicat de chefs d'État vassalisé ou bien labellisé. Et le point qui est fait à ces pays-là, c'est de le dire et surtout de le penser et de poser des actes qui vont dans le sens contraire. Oui. C'est dans ce cas, dans ce contexte, que certains responsables de l'Union africaine font le reproche, n'est-ce pas, au gouvernement burkinabé d'avoir effectivement claqué la porte à la fois de la CEDEAO et surtout de ne pas pouvoir considérer que l'Union africaine soit indépendante, soit impartiale et soit surtout capable de pouvoir résoudre les problèmes des États membres, oui, ou alors de ces peuples. Oui. Mais que ce soit plutôt une institution qui est vassalisée et dont les dirigeants actuels sont payés par l'Union européenne. Voilà en réalité le tableau. Maintenant, quand on fait l'analyse de cette problématique, bien évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour les observateurs objectifs que nous sommes, oui, nous constatons que l'Union africaine n'est pas une institution panafricaine, au sens pratique et objectif du terme. Au sens théorique, oui, c'est une institution panafricaine, mais elle n'est panafricaine que de nom. Si oui, c'était véritablement une institution panafricaine, telle que nous l'avons souhaité toujours, oui, elle ne laisserait pas certains conflits, n'est-ce pas, se perpétuer sur le territoire africain. Elle aurait justement la capacité de pouvoir anticiper, elle aurait la capacité de pouvoir fédérer les États et non permettre que certains États africains soient déstabilisés par des puissances étrangères.
Je pense qu'aujourd'hui, le cas de la Libye nous parle, où l'Union africaine a été complice de la déstabilisation de la Libye par des puissances étrangères. Elle n'a jamais bougé son petit doigt. Le cas de l'AES également nous parle, c'est-à-dire, vous avez des puissances étrangères, notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'OTAN, la Grande-Bretagne, qui décident de déstabiliser l'AES. Nous avons rarement entendu parler, nous avons rarement observé une condamnation n'est-ce pas, de ce côté, au travail, n'est-ce pas, de ces dirigeants, notamment le président, par exemple, de la Commission de l'Union africaine. De l'Union africaine. Qui a là de dire tout et n'importe quoi. Nous pensons donc que dès lors, et nous sommes parfaitement d'accord avec la posture du Premier ministre burkinabé, oui. Si cette institution n'est plus capable d'être une solution pour les Africains, pour les États membres, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On quitte cette histoire-là et on change, n'est-ce pas, de communauté, ou bien on crée une autre communauté qui est capable de prendre en compte nos intérêts, de défendre nos intérêts, mais surtout d'assurer la souveraineté que nous souhaitons au sein de nos États. Malheureusement, de ce côté, on n'aime pas trop la vérité. Je ne suis pas de l'Union africaine. Oui. On n'aime pas trop la vérité. On aime entendre ce qu'on va entendre. Eh bien, finalement, à quoi ça nous sert, l'Union africaine? L'Union africaine ne sert à rien, absolument à rien du tout. Pour les Africains, pour les États membres, l'Union africaine n'est pas capable de pouvoir mettre en place, par exemple, dans le domaine sécuritaire, la force en attente. Donc on a la force africaine en attente. Qui attend depuis des années quand même. Oui. C'est un projet qui avait été pensé en son temps. Il y a même eu des infrastructures. Dans le contexte camerounais, j'ai vu les infrastructures de cette affaire-là qui ont été construites ou aménagées. Mais on n'a jamais vu le déploiement de cette force africaine en attente, qui a été bien évidemment dynamitée, déstabilisée par qui? Par les Américains, avec les alliés, qui ne veulent pas que l'Afrique puisse être capable de pouvoir prendre des initiatives pour se défendre, pour être des initiatives capables, n'est-ce pas, de pouvoir défendre son territoire, oui. Les initiatives qui portent, n'est-ce pas, l'Afrique, qui donne une autre image de l'Afrique, qui donne une autre image de l'Afrique. Donc, je pense que lorsque vous avez des projets comme ceux-là qui meurent de leur propre mort, vous avez des États qui sont déstabilisés, vous avez le temps qui se trouve sur le continent africain, oui. Vous avez des forces étrangères qui se trouvent sur le territoire africain, vous avez des projets de déstabilisation, de relocalisation du continent africain, et vous avez des individus qui insultent le continent africain, ainsi que leurs dirigeants, et que l'Union africaine ne bouge pas son petit doigt. Je veux parler de ces dirigeants. Oui. Mais vous vous dites, mais finalement, à quoi ça sert ce machin? À quoi ça sert? Elle sert l'institution qui s'appelle l'Union africaine. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec le Premier ministre burkinabé. Maintenant, lorsqu'il va plus loin, en ce qui concerne l'ONU, bien évidemment, c'est, comme on dit chez nous, même pipe, même tabac. Ça dit, l'ONU dans le contexte, pas seulement africain, international, à quoi c'est l'ONU? Tout le monde est d'accord qu'il faut soit dissoudre, soit réformer l'ONU. Soit réformer, bien sûr. Soit réformer l'ONU. Mais je pense que moi, je milite pour sa dissolution d'abord. C'est-à-dire, on stabilise le curseur au niveau où il se trouve pour que, franchement, on puisse repenser l'ONU. Parce que dans sa structuration actuelle, l'ONU n'est plus crédible, l'ONU n'est plus adaptée aux réalités actuelles. Oui. Je parle des réalités géopolitiques actuelles et au contexte international. Oui. L'ONU n'est plus cette organisation qui devrait militer pour la paix, qui devrait pouvoir permettre aux États de ne plus se créer des conflits. Malheureusement, très souvent, l'ONU a été au cœur des conflits. Nous avons, je crois que il faut se mettre à citer ici des exemples, on ne va pas en finir. Donc, dans le contexte ukrainien, nous voyons la posture de l'ONU. Dans le contexte de Gaza, nous connaissons la posture de l'ONU. Dans le contexte même de la RDC,
oui. qui est un État voisin, Oui. n'est-ce pas, du Cameroun. Nous voyons comment se comporte l'ONU. Nous avons vu le comportement, n'est-ce pas, l'attitude de l'ONU Oui. du côté du Sahel. Donc, il faut absolument réformer ces choses-là. Et en plus, ce ne sont pas des institutions, de mon point de vue, qui sont capables de défendre les intérêts des États africains. L'ONU ne le fait pas. Bien au contraire, l'ONU est vassalisée par les États-Unis. Ça peut se comprendre. Parce que ce sont les États-Unis qui payent la grosse facture. Donc, ce qui fait que désormais, cette institution qui est mondialiste n'est plus crédible. Et puis, je sors par là, ce qui est quand même paradoxal, la charte de l'ONU a vocation à être équilibrée et à militer pour le respect du droit international humanitaire, de militer et de faire respecter le droit international. Mais vous êtes quand même surpris qu'au sein même de cette institution internationale, vous avez les pratiques racistes. Ça, c'est important que vous sachiez, vous avez des pratiques racistes à l'intérieur même de l'ONU, je parle du racisme anti-noir. Oui. Vous avez des problèmes de mœurs au sein de cette institution qui a vocation, qui devrait être la vitrine justement de la vertu. Vous avez, n'est-ce pas, des pratiques arbitraires et discriminatoires pour une institution qui a vocation à militer pour l'équité et l'égalité. Il faudra dans les contradictions, de mon point de vue, qui milite pour soit sa réforme, soit pour la dissolution de l'ONU. Sur la réforme, sur la dissolution de l'Organisation des Nations Unies. Quel est votre avis, chers téléspectateurs? Vous pouvez appeler également pour donner votre point de vue sur cette décision, du moins cette sortie du Premier ministre du Burkina Faso. Il dit le pays pourrait bien sûr claquer la porte à l'Union africaine ou encore à l'ONU. On rappelle, il a déclaré, je vais le citer, « Nous observons l'Union africaine, si elle se comporte comme la CEDEAO, nous la quitterons et même l'ONU n'est pas exclue. » Alors, peut-être pour sortir de ce sujet, on rappelle effectivement que la déclaration du Premier ministre du Burkina Faso intervient après le dernier sommet de la CEDEAO du côté d'Abuja, où l'émissaire avait qualifié le retrait justement des pays de l'AES d'inacceptable. On comprend, Albert Anatola, ici, que jusqu'à présent, même si on a vu un certain rapprochement, du moins d'autres parlent de main tendue, après à chacun de commenter, lorsqu'on sait que M. Ouattara, une fois de plus, a renouvelé son souhait, du moins il a déclaré que voilà, il attendait son homologue malien, Assimi Goïta, une sorte d'invitation, bien sûr, au Mali, en Côte d'Ivoire, qui est considéré comme voilà, un bras tendu de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali. Mais lorsqu'on écoute l'émissaire effectivement de la CEDEAO qui qui dit que c'est inacceptable cette sortie des États de l'AES de la CEDEAO, on comprend qu'au sein de la CEDEAO, l'on espère encore un retour effectivement de ces États dans l'organisation. Attends, qu'est-ce qui est inacceptable? Ce qui est inacceptable, c'est l'attitude de la CEDEAO, qui n'est plus cette communauté économique au service des peuples, qui est devenue une organisation vassalisée par Paris, l'Union européenne, qui est inféodée par des ingérents de toutes sortes, notamment les ingérences étrangères. Oui. Donc c'est ça qui est inacceptable de notre point de vue. Par contre, ce qui est acceptable, c'est que lorsque un pays, un peuple, tout de l'intérêt à rester au sein d'une communauté, éclate la porte. Ça, c'est acceptable. Et il nous semble que, puisque nous parlons de la CEDEAO, allons donc en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs crises qu'a connu ce pays du fait des ingérences extérieures. Je crois que la crise post-électorale de 2011, nous parle. Oui, tout à fait. Mais avant la crise post-électorale, on a connu avec l'ONUCI, à l'époque, je crois que c'était l'opération Licorne, qui a tué, qui était dirigée par
les militaires, dirigé par les militaires, l'armée française, je veux dire l'armée française, je crois que c'était en 2002, où vous avez, l'aviation française qui a détruit les aéronefs de l'armée de l'air ivoirienne. Vous avez l'armée française qui a tiré sur une population civile qui n'était pas une menace. Nous sommes là en 2002, je crois. Donc, quand nous parlons de la Côte d'Ivoire et que nous parlons également de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait de ce côté-là? Nous avons connu également le cas, n'est-ce pas, de la Gambie. C'est un exemple. Oui, tout à fait. Où vous avez des ingérences extérieures qui ont déstabilisé ces États-là. Nous parlons, le cas, par exemple, du Ghana. Nous parlons également du cas du Togo. Bon, bref, les exemples ne manquent pas. Cette CEDEAO-là, elle doit être dissoute, au même titre que le G5 Sahel. Elle doit être dissoute parce qu'elle n'est plus capable, n'est-ce pas, de pouvoir respecter, je veux dire, remplir les missions pour lesquelles elle a été créée. C'est pas fondateur. Je crois que le général Gowon l'a dit. Il a dit clairement que vraiment la CEDEAO actuelle n'est pas celle qu'ils ont pensée, qui avait vocation à défendre les intérêts de la communauté. Nous pensons donc également que ce qui est inacceptable, c'est que la Côte d'Ivoire, je vous dis, je parle du dirigeant de la Côte d'Ivoire, agissant comme le commandant en chef d'une coalition qui nourrit les ambitions, le projet d'intervention militaire au Niger, parce que c'est Macron qui le veut et qui le décide. Il s'agit d'une querelle interne. Je pense que lorsque M. Ouattara décide de pouvoir inviter le président malien, je parle de la transition malienne, en Côte d'Ivoire, je me dis qu'il doit avoir un problème avec son cerveau. C'est-à-dire, il oublie qu'il y a des précédents entre le régime actuel d'Abidjan et les dirigeants du Mali. D'abord, l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui étaient des mercenaires, je dis en passant. La fermeture des frontières avec la Côte d'Ivoire, avec suspension de fourniture d'énergie électrique. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Et c'est la même Côte d'Ivoire qui invite, d'accord, je voudrais bien comprendre que dans les relations internationales, il faut toujours laisser ouverts les canaux de dialogue, bien les discussions. Oui. Même je pense que c'est un peu prématuré. Peut-être pour réchauffer les relations. Non, qui les a refroidis? Oui, mais justement. Mais justement, c'est celui qui les a refroidis qui devait d'abord faire une sorte d'introspection avant de pouvoir, en toute humilité bien sûr, avant de pouvoir penser, imaginer qu'il faut inviter en Côte d'Ivoire celui qui l'a combattu, celui, n'est-ce pas, qui a contribué à vouloir déstabiliser, donc il a contribué à vouloir déstabiliser le pays. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce n'est pas intéressant. La plupart des... Lorsque le Mali, les autorités maliennes introduisent cette requête au Conseil de sécurité portant sur la violation de l'espace aérien du Mali, la Côte d'Ivoire servait de base arrière à l'aviation française, d'où les avions espions décollaient pour survoler l'espace, le ciel malien. Donc nous pensons que du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas bien on n'a pas une bonne lecture de la situation géopolitique actuelle du côté du Sahel. On n'a pas effectivement une bonne lecture, tout comme on pense que on peut être dans la même trajectoire géopolitique avec le Mali. La Côte d'Ivoire, au travers de ses dirigeants, a choisi une trajectoire géopolitique qui n'est pas la même. La Côte d'Ivoire, c'est la France-Afrique, par exemple. Oui. Et je crois que celui qui est là comme président de la République assume ce choix, assume cette posture d'être un vassal de la France-Afrique, d'être, j'ai envie de dire, un larbin de Macron. Mais du côté de l'AS, du côté du Mali, c'est pas la même chose. Du côté du Mali, il y a une dynamique d'émancipation, de liberté, de s'affranchir de l'impérialisme et surtout du paternalisme de Paris. C'est ça. Ça fait donc deux trajectoires différentes, deux visions opposées, deux idéologies diamétralement opposées. Je crois que c'est peut-être de son droit de pouvoir laisser ouverts les canaux de discussion. Comme je l'ai tout à l'heure indiqué, une fois de plus, c'est encore très prématuré.
encore très prématuré, eh bien, on referme cette...